Donc là, on ne se contente plus de voir ou d'écrire au territoire, on cherche à apprendre les relations entre les éléments du monde réel. Ces modèles utilisent d'immenses volumes de données satellites, souvent sur plusieurs années et avec différents types de capteurs. Et en combinant tout cela, ils produisent ce qu'on appelle les embeddings, on en a parlé. C'est là, avec ces embeddings, qu'on encode justement les caractéristiques et qu'on fait les relations. C'est-à-dire des représentations numériques capables de capturer les structures complexes dans l'environnement. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, là, dans notre échange, on va essayer d'un peu mieux comprendre le rôle des données géographiques dans le développement des modèles d'IA et puis éventuellement aussi pour l'entraînement de robots. J'aime bien commencer les épisodes en demandant à mes invités de se présenter. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter, peut-être revenir sur vos parcours respectifs et me dire un petit peu ce qui vous a amené à créer TerraLab. Bonjour à tous, moi c'est Lilien Angers, j'ai 21 ans et pour faire simple un peu dans mon profil, j'ai fait l'école 42 avec mon meilleur ami qui est du coup le fils de Stéphane. On a fait l'école 42 sur Angoulême parce qu'on était tous les deux passionnés un peu d'informatique et moi dans mon cas un peu de 3D et de création numérique. École 42 c'était pour apprendre à coder. Euh, En parallèle, ce qui est très important, c'est que on a vite appris et utilisé ce qui se fait et ce qui se faisait dans le domaine de l'IA. Donc, les premiers LLM, mais aussi les premiers modèles de génération d'images ou de vidéos. Et du coup, en parallèle de l'école, on a eu des projets dans le domaine de la génération d'images et de vidéos, open source toujours, auquel j'ai et puis Ivan avons bossé pendant plusieurs années. J'ai créé avec lui aussi un outil open source pour créer des visuels audio-actifs avec de l'IA. Il y avait eu 700 étoiles sur GitHub. Et après, en fait, des mois et des mois très dans le domaine de l'IA, on est arrivé le domaine du jeu spatial, auquel on a vu un intérêt assez énorme, auquel aussi je me lassais du domaine de la génération d'images et de vidéos. Et je voyais l'intérêt de l'IA et de la 3D dans le domaine du jeu spatial extrêmement important. Et donc, c'est là où on a décidé de créer une structure avec du coup Stéphane et puis Ivan, qu'on appelait TerraLab. Mais finalement, TerraLab, ça vient aussi d'un gros projet auquel je laisse du coup Stéphane se présenter et parler de ce qu'est TerraLab pour lui. Moi, c'est Stéphane. Comme vous l'avez compris, je suis le doyen de l'équipe. Alors, mon parcours, forcément, est un petit peu plus long. À l'origine, je viens du monde du jeu vidéo, comme joueur à la base. Depuis tout jeune, j'étais fasciné par ces images qui défilent sur nos écrans. Et très vite, j'ai eu l'idée de développer notre premier jeu avec un ami au lycée. Ce jeu s'appelait Chrono War. Et puis, on était en collaboration avec un studio rennais à l'époque, qui s'appelait Legend Software. C'était à l'époque où les studios de jeux commençaient à fleurir sur le territoire. Donc c'était super intéressant et c'était une nouvelle ère qui était pour nous un peu comme l'IA aujourd'hui. Et très vite, le domaine de la 3D s'est imposé et ça m'a intéressé énormément. Et effectivement, au départ, l'idée c'était d'afficher des décors en 3D, mais on avait le droit seulement à afficher des décors ce qu'on appelle en fil de fer, nous, ou wireframe en anglais. C'était à l'époque aussi, John Carmack était arrivé avec son Wolfenstein et puis son Doom. Et comme ça, de fil en aiguille, je suis devenu un spécialiste 3D dans le domaine du jeu et dans les studios de création de jeux vidéo. Sur des consoles, alors la PS1, etc., la PS2, etc. Puis bon, toutes les consoles qui ont suivi. Et puis, quelques années plus tard, première expérience dans l'entrepreneuriat, première création de studio de studio de création de jeux vidéo, qui est toujours en activité aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, je suis arrivé dans l'automobile, donc l'industrie. Donc, un grand changement, un grand bouleversement. Et l'idée, c'était de construire la nouvelle plateforme cartographie 3D de cette entreprise et autour des données géospatiales, donc système de navigation embarqué automobile. Et pourquoi? Alors, ils étaient venus chercher un ingénieur, en fait, dans le jeu vidéo parce que l'idée, c'était d'inclure le premier GPU NVIDIA dans un système embarqué automobile. Et donc, c'est là qu'on a commencé à créer le moteur graphique 3D pour une société qui est bien connue, qui s'appelle PSA, qui est Stellantis aujourd'hui. J'ai effectué d'autres tâches aussi, tout ce qui est IHM. Alors, IHM, interface homme-machine,
Alors, l'interface homme-machine, c'est à la base le clavier, la souris, etc. Et le bouton sur lequel vous cliquez sur un écran fait partie des IHM. Donc, plus particulièrement les IHM 3D, parce que c'était mon rôle en tant que spécialiste 3D. Et puis aussi, un autre sujet intéressant, tout ce qui est système ADAS, donc les systèmes d'aide à la conduite, dont fait partie la voiture autonome, et aussi avec une introduction assez conséquente de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est des systèmes qui permettent de détecter tout ce qui est sécurité, le conducteur qui s'endort, donc on détecte les lignes, etc., jusqu'à la voiture autonome, qui est vraiment le dernier palier sur les 5 paliers de l'ADAS. Voilà, donc ça, c'était l'expérience industrie automobile, assez intéressante, différente du jeu vidéo, en termes de structure et en termes de façon de faire les choses. Et ensuite, retour entrepreneuriat, création d'un nouveau studio, autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, etc. Donc un studio qu'on a créé avec ma femme, qui s'appelle Colline VR, qu'on a revendu quelques années après. Et puis après, c'est le retour à la cartographie, parce qu'en fait, moi, j'ai l'expérience de la 3D du vidéo, donc le temps réel, etc. La cartographie du spatial global scale, donc en fait, cartographie du monde. Et donc là, l'idée, c'était de créer TerraLab avec ces deux aspects. Donc la cartographie, avec ces données qui sont bien structurées, les données du réel, et apporter une couche d'immersivité grâce à la 3D. Et avec une notion aussi qui nous est chère, qui est un peu difficile à expliquer, c'est le côté procédural. Donc à partir du contenu cartographique, est capable d'extrapoler lorsque la donnée arrive en bout de résolution. Donc créer une donnée supplémentaire plausible en prenant en compte la donnée du réel, qui permet de modéliser en fait des nouveaux agencements, des nouvelles structures. La nouvelle structure arrive, le terrain va s'adapter à ces nouvelles structures. Donc c'est le procédural. Et c'est du procédural temps réel. Voilà ce qu'on fait sur Interlab. Donc l'immersivité, la 3D temps réel, j'insiste, c'est important, avec des données du réel. On entend pas mal en ce moment, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un épisode avec vous, parler du fait que les LLM, donc ces outils d'IA générative, ils ont appris à lire, à écrire, mais que ils n'ont pas une compréhension du monde et il y a pas un raisonnement intégré, c'est plus du token et donc une seule dimension. Pourquoi ça suffit pas si on veut vraiment avoir une compréhension du monde? Et je disais au tout début sur la robotique et tu parlais, Stéphane, des voitures autonomes. Enfin voilà, cette compréhension du monde dans lequel on évolue, qu'est-ce qui fait que les LLM et les architectures sur les transformers notamment qui existent aujourd'hui sont limitées en fait par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, donc c'est vrai que nous, en tant qu'être humain, je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse attention à une chose, c'est que dire que l'IA apprend seulement à partir de texte, en une dimension, c'est une vision très humaine du problème. Nous, les humains, sommes très guidés par notre perception, on parle, on décrit, on lit. Du coup, on a l'impression de connaître le monde. Mais le monde est bien plus riche que ça. Si on regarde la réalité, d'un point de vue physique, le monde peut être vu comme un ensemble d'ondes en soi. Donc, vous avez les ondes mécaniques, donc celles qui se propagent à travers la matière, donc le son. Voilà. Le son, nous, on entend, donc l'humain est capable de s'intégrer dans cette dimension-là, si on peut dire. Donc, vous avez aussi les ondes électromagnétiques qui incluent la lumière, donc les couleurs que nous voyons. Voilà, mais une perception extrêmement limitée finalement. Nous ne voyons ni le rayon X, ni les rayons X, ni l'ultraviolet, ni l'infrarouge. Donc en réalité, nous ne percevons qu'une petite partie du monde. Exemple bizarre, un extraterrestre capable de percevoir naturellement l'ultraviolet et les rayons X est doté d'un sonar très précis. Sa représentation du monde serait beaucoup plus riche que la nôtre. Donc prenez un petit simple exemple. Alors, je vais vous poser une petite question. On prend un objet circulaire, légèrement creusé au centre, creusé au centre, posé sur une table. Qu'est-ce que vous me dites, vous, Lilian, Clément? Un verre. Pourquoi pas? Un bol? Voilà. Alors moi, je pensais à une assiette. Voilà, légèrement creusée. Bon. Euh, euh, donc, si on revient à cet extraterrestre, il pourrait décrire cet objet avec beaucoup plus de caractéristiques. Sa composition interne, ses propriétés physiques, sa structure. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de caractéristiques et des relations entre ces caractéristiques. Et c'est exactement ce que font les modèles d'IA modernes aujourd'hui. Il y a encore des caractéristiques, on appelle les embeddings, donc c'est un peu l'extension des tokens, et des relations entre elles. Dans certains domaines, par exemple, le géospatial, c'est-à-dire qu'il y a déjà des informations que nos sens ne peuvent pas percevoir. L'infrarouge, c'est une émetteur spectral.
aujourd'hui, les modèles sont capables d'encoder ce type de caractéristiques et de relations. Donc, le langage naturel est utile parce qu'il correspond à notre manière humaine de communiquer. Et en fait, il ne représente qu'une partie de la réalité du monde. Par rapport au World Model et puis au LLM qui est assez important. Déjà, j'ai vu un chiffre qui m'a un peu choqué, c'est que aujourd'hui les gros modèles, les gros LLM qui sont sortis, par exemple Opus 4.6 ou les derniers modèles de chez Google ou n'importe quel autre gros modèle, ils arrivent à une fenêtre de contexte d'environ 1 million de tokens, alors que GPT-3, qui est le premier modèle, on va dire, qui a fait exploser le domaine des LLM, je crois j'avais vu un graphique sur ça, il avait entre 2000 et 4000 tokens en termes de contexte. Donc vraiment, la fenêtre de contexte des LLM en quelques années, elle a juste explosé. Et ça, c'est assez dingue. Et il y a une deuxième chose que j'ai vu qui est assez intéressante quand on parle de world model et des modèles qui, du coup, doivent comprendre le monde. C'est, je ne sais pas si tu as vu ou entendu parler de CIMA 2, un projet de chez Google, CIMA 2, Clément. Et ben concrètement, ça suit un peu cette mode un peu agentique. Et puis, One Model, c'est une sorte d'agent qui va interagir dans des jeux vidéo. Et ce modèle-là, il a été entraîné pour vraiment. Déjà, il a été entraîné sur plusieurs jeux vidéo, des jeux vidéo très différents. Et il n'a pas accès au code. C'est-à-dire qu'il a accès comme un humain seulement au visuel et au clavier. Et le but, c'est de faire en sorte d'avoir un modèle qui puisse arriver à certaines tâches dans un jeu. Minecraft, je sais pas, les mines du charbon. Ça peut être, je sais pas, dans SimCity, créer ta ville. Et ça dans différents types de jeux très différents. Et en fait, entre Sima 1 et Sima 2, donc il y a quand même un gros gap. Tu iras voir, mais en gros, Sima 1, il avait du mal à faire des tâches classiques. Pour l'exemple de Minecraft, car je suis un petit fan de Minecraft, dans Minecraft, il avait du mal à aller juste chercher du charbon à éliminer, là où Sima 2 arrive à le faire. Et la grosse différence, c'est surtout que Sima 2 a pu avoir du coup en outil interne Gemini, donc le dernier modèle LLM de chez Google, qui lui a permis d'avoir du coup une fenêtre de contexte et une réflexion sur son action, on dirait un recul assez important. Donc du coup, ça fait quoi un peu à ce que dit Stéphane, où les LLM, finalement, c'est qu'une partie de la compréhension du monde. Mais ça reste qu'une seule partie, une partie qui est normalement assez importante. J'ai des questions là-dessus, donc on va y revenir sur le lien, parce que vous parlez de jeux vidéo, de données, là on va en parler, de données géographiques, de compréhension du monde. Pour revenir un petit peu à vous, ce que vous faites chez TerraLab, et ce que j'avais compris, c'est que vous avez à la fois une vision, on va dire, moyen-long terme, et t'en parlais un petit peu, Stéphane, de modélisation, de créer un jumeau numérique de la planète, et en même temps, parce que j'imagine que c'est quand même pas si facile que ça à faire, un point de départ qui est plus réduit. Au départ, vous travaillez sur les données SIG, donc les données, les systèmes d'information géographique. J'aimerais même que vous puissiez peut-être présenter un petit peu votre activité concrètement, sur quoi vous travaillez et en quoi ça pourrait permettre de tendre vers cette vision que vous avez de créer un jumeau numérique de la Terre. Mais en tout cas, c'est la façon dont je comprends un peu la vision que vous avez chez TerraLab. Donc, au niveau des données SIG, donc là, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que c'est assez structuré. Donc, en termes de données, on a effectivement la notion de raster, donc les images satellites, donc qui sont finalement des photographies aériennes, et vous avez les données vectorielles en soi. Et il y a un lien entre les deux, ce qui est intéressant. Donc, l'image satellite en tant que telle et la photo, en tant qu'être humain, on arrive bien à la capter, à la comprendre, parce qu'on a appris ce que c'est qu'une maison, on a appris ce que c'est qu'une route, etc. Donc, on ne pose aucun souci, mais c'est vrai que les systèmes informatiques, ils ont besoin qu'on leur indique un petit peu. Les données vectorielles, en soi, c'est le lien qui permet de dire, voilà, on a une zone de couleur, et cette zone de couleur va représenter la maison. Et sur ces zone de couleur, on peut rajouter des labels, on peut rajouter aussi du texte pour la définir. Nous avons des données cartographiques qui sont bien structurées dans une famille, donc les familles raster, la famille vecteur. Et puis, on a aussi la partie un peu, voilà, donc ça reste très technique en quelque sorte. Donc, nous, chez TerraLab, on arrive avec ce domaine du jeu vidéo qui permet de rentrer, de faire quelque chose de plus immersif, plus 3D, plus temps réel. Donc, on prend ces données-là. Et l'idée, en fait, c'est de rendre tout ça un petit peu plus photoréaliste.
fait, hein, de juxtaposer un petit peu le réel, tel qu'on le connaît, tel qu'on nous on le perçoit en tant qu'être humain, et considérer les données qu'on a captées, et puis de créer cet univers un peu sur lequel on va bien reconnaître un petit peu notre environnement. C'est ça qu'on essaie de faire Internet, hein, donc créer un lien fort entre le numérique et puis vraiment notre réalité, hein, en tant que telle. Il y a effectivement la partie 3D auquel, juste qui me tient à cœur essentiellement chez Terlab. Et on essaie aussi, on s'intéresse beaucoup à la partie, qu'est-ce que peut apporter l'IA dans le domaine du jeu spatial. Et on voit que le gros intérêt de l'IA dans le domaine du jeu spatial, c'est, on va dire, augmenter ton nombre. Du coup, on parlait de données vectorielles. Et concrètement, ce qui est assez important avec l'IA dans le domaine du jeu spatial, c'est qu'on peut, à partir d'images satellites, d'images aériennes tout simplement, créer de la donnée vectorielle, donc créer du sens à des images sans avoir d'intervention humaine. Aujourd'hui, pour avoir des informations sur les routes, sur les bâtiments, ça va être, ça va être essentiellement des personnes sur le terrain qui vont dire, OK, ici, à telle partie du monde, avec telle position sur la planète, il y a une route. Ici, il y a tel bâtiment et le bâtiment, il fait telle taille, il fait tel emplacement, telle forme, etc., etc. Et ça, c'est des données qui sont extrêmement, on va dire, compliquées à avoir à l'échelle planétaire. Et donc, là où l'IA peut être extrêmement utile, c'est vraiment créer cette donnée-là à l'échelle globale. Et on pense que du coup, il y a un lien quand même très intime entre l'IA, le jeu spatial et la 3D. Car du coup, le 3D permet en fait au jeu spatial d'exister parce qu'on est dans un monde qui est 3D, donc on a besoin de voir et d'interagir en 3D. Et l'IA va permettre de pouvoir créer un sens à ces données-là, qui sont essentiellement captées par des drones, par des satellites, et qui peuvent être utilisées pour augmenter la 3D et lui donner beaucoup plus de sens, car il y a beaucoup plus d'informations. Ouais, je peux rajouter en fait, hein, qu'on parlait de raster et de données vectorielles, l'IA en fait fait le lien entre les deux. Donc l'IA est capable d'apprendre en fait à faire le lien entre l'image et la signification. La signification c'est le vecteur et l'image c'est la représentation du nu. Donc l'IA fait le lien parce qu'elle a appris justement à détecter aussi comme nous on l'a fait les maisons, les routes, etc. Donc en fait l'IA s'intègre naturellement dans cet écosystème. On avait les données brutes et puis maintenant on a le lien grâce à l'IA. Et on va peut-être en parler un peu plus tard, mais AlphaEarth finalement c'est ce que ça fait, hein. Ça crée ce lien entre la donnée brute et la signification. On peut peut-être vu que tu parles de AlphaEarth, Stéphane, on peut peut-être en dire quelques mots, parce que j'ai cru comprendre, hein, que c'était un modèle qui avait été entraîné sur une grosse quantité de données et qui était alors un équivalent de GPT, mais pour lire la Terre, entre guillemets. Je serais curieux de savoir un petit peu déjà ce que c'est ce projet, où ça en est, et vous, dans votre approche et dans le projet que vous portez, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que c'est différent? Pour nous, ça s'insère justement de ce qu'on veut faire, hein, puisqu'on a dit qu'on voulait juxtaposer le monde numérique, le monde numérique à la réalité. Donc en gros, comme AlphaEarth porte ce lien entre représentation du monde et, et la signification en soi, donc AlphaEarth, c'est vraiment un bienvenu, hein. Pour moi, c'est vraiment, ces modèles-là, c'est vraiment la suite logique de l'évolution des données spatiales, hein. Si on regarde l'histoire des SIG, on peut presque résumer en 3 couches. Donc, on en a parlé, la première couche, c'est les images, par exemple les orthophotos. On observe seulement la Terre, en fait, c'est la représentation. La deuxième couche, ce sont les données vectorielles qui apportent de la signification des routes, des bâtiments, des forêts, etc. Et aujourd'hui, on arrive à une troisième couche, ce qu'on appelle les foundation models, hein, géospatiaux, comme Alpha. Donc là, on ne se contente plus de voir ou d'écrire au territoire, on cherche à apprendre les relations entre les éléments du monde réel. Ces modèles utilisent d'immenses volumes de données satellites, souvent sur plusieurs années, et avec différents types de capteurs, pardon. Et en combinant tout cela, ils produisent ce qu'on appelle les embeddings, on en a parlé. C'est là, avec ces embeddings, qu'on encode justement les caractéristiques et qu'on fait les relations. C'est-à-dire des représentations numériques capables de capturer des structures complexes dans l'environnement. Et aujourd'hui, on arrive à une troisième couche, ce qu'on appelle les foundation models, hein, géospatiaux, comme Alpha. Par rapport à TerraLab, notre approche est plutôt complémentaire. Nous travaillons surtout sur la simulation, les représentants de temps réel de la Terre en 3D. D'ailleurs, même avant l'arrivée d'AlphaEarth, nous imaginons déjà que certaines structures de données multi-résolution, parce que TerraLab est construit là-dessus, c'est vraiment de la multi-résolution, hein, donc on zoome, et donc à chaque fois, on a des nouvelles images qui arrivent avec une nouvelle résolution, et puis en bout de course, procéduralement, on peut créer même du nouveau contenu, hein, ça ne pas.
Et on est basé alors sur un truc mathématique hein, qu'on appelle les ondelettes, hein, on va peut-être pas forcément en parler, mais tout ceci pourrait être converti en embedding. Alors, Alpha c'est arrivé, donc quelque part on n'a plus besoin de faire le boulot, et c'est très bien, parce qu'on peut pas de partout, surtout qu'on est une petite équipe, hein, donc, mais ça suit, c'est vraiment, ça rentre dans notre logique à nous. On se sert de ces outils-là pour créer justement, pour aller vers cette simulation, ce rendu 3D qui va, qui va se rapprocher de plus en plus de notre réalité. Concrètement, nous, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, c'est pas forcément entraîner des modèles fondationnels dans le domaine du jeu spatial, mais c'est plutôt, en fait, on a une vision en termes de 3D. On pense que la 3D est vraiment sous-exploitée dans le domaine du jeu spatial. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe de très très important avec l'IA dans le domaine du jeu spatial. Alors concrètement, on veut juste utiliser au mieux les technos de l'IA, donc comme les modèles comme Alphaearth. Il en existe aussi open source. Donc Alphaearth, je ne sais pas si du coup ça c'est clair, mais concrètement, tu vas avoir GPT, les modèles qui vont en gros transformer des mots en tokens et qui créent du coup les liens sémantique entre chaque mot, qui permet de communiquer avec du coup, une IA. Et là, c'est encore un peu plus pour moi, mais concrètement, c'est un peu le même principe dans le domaine du jeu spatial. Là, que c'est un gros modèle qui a été entraîné sur des pétaoctets de données géospatiales, donc que ce soit des images de satellites, des images comme des 2M, qui sont des Digital Elevation Models, aussi des données de Wikipédia. Donc, au-delà des images et d'autres channels, tu as du texte aussi pour un peu avoir la compréhension de qu'est-ce que c'est que de l'herbe, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, etc., etc. Et faire le lien avec l'image. Et concrètement, c'est ça. Et nous, on sait que dans la 3D, pour avoir une copie de la planète qui est le plus vrai possible, tu as besoin d'avoir beaucoup, mais beaucoup d'informations. Ça va au-delà de l'information de est-ce que ça, c'est de l'herbe, est-ce que ça, c'est un bâtiment. Non, tu as besoin de savoir ça, c'est de l'herbe, mais quel type d'herbe, depuis combien de temps elle est là, quelle est sa longueur, pareil pour l'arbre, quelle est la relation entre l'arbre et ce fleuve-là? Est-ce que le fait que comme l'arbre à côté, il est plus grand et que ça fasse de l'ombre, quel est l'impact sur l'arbre qui est plus petit? Ça va être des choses comme ça qui sont très compliquées à mettre en forme de manière informatique. C'est-à-dire que l'homme arrive à mettre en forme des choses informatiques comme où est-ce qu'une route est placée, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles que seul un modèle d'IA peut faire parce qu'il faut une quantité de données astronomique. En fait, Alphaverse encode des caractéristiques et des relations. Il ne va pas t'expliquer, ici on a une plante, il va encoder en fait les caractéristiques de la plante. Et donc des relations entre différentes caractéristiques. Et en fait, tout ça là, juxtaposé et ensemble, il va te dire que c'est une plante en bonne santé, en mauvaise santé. Quand je parlais d'onde tout de suite, je parlais d'un spectre. Et en fait, on est capable d'encoder un spectre plus large. Et donc, en gros, Alphaverse est capable aussi de te donner l'état du sol par rapport à Mm. sa bonne santé ou sa mauvaise santé. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, ça nous donne beaucoup plus d'informations et des informations qui ne sont pas visibles par nous-mêmes. Donc, c'est tout l'intérêt des trucs. Et surtout, cette mise en relation. Donc, en gros, des caractéristiques, une caractéristique plus une autre, c'est ça qu'on a à la fin. Donc, si on prend un humain, l'humain est associé à des caractéristiques, hein, quel que soit l'humain, Clément, Lilien, etc. Et à la fin, il y a des caractéristiques qu'on va retrouver chez chaque individu, avec des différences, évidemment. C'est pour ça que derrière, les modèles AI, c'est des modèles probabilistiques, hein, c'est de la statistique, de manière générale, avec un pourcentage forcément d'erreur à la fin. Mais c'est ça le faire. C'est vraiment d'encoder des caractéristiques, des relations qui vous donnent à la fin l'objet. Je vous parlais de l'assiette tout de suite, hein, moi c'était mon idée de l'assiette, hein, vous avez sorti vert. En fait, ce qui était intéressant, c'est que je vous ai donné des caractéristiques, et puis chacun est arrivé avec sa réponse. Alors évidemment, ma définition n'était pas précise. Donc vous avez sorti, il y en a un qui a sorti vert, et puis Clément, je ne sais plus ce qu'il a sorti bol, moi j'ai sorti assiette. Parce qu'on a associé des caractéristiques et des relations, et ça nous a amené finalement à quelque chose qui est, de manière sémantique, proche. Un bol, un verre, une assiette. Ah ouais, on est à peu près dans le même espace sémantique là. Donc c'est ça. Donc en fait, ces caractéristiques vont vous donner quelque part une probabilité de chance on arrive à cet objet-là, la plante, et en plus la plante en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est ça qui est intéressant. Il y a AlphaVerse, il y a d'autres modèles. Hein. Il y a aussi, parce que bon, AlphaVerse, c'est Google, c'est bien, c'est DeepMind, c'est super. Et aussi, il y a des initiatives un petit peu plus européennes, donc l'association de l'ESA avec IBM. Alors IBM, bon, reste un peu américain, mais enfin, l'ESA, c'est quand même un truc, donc l'Agence spatiale européenne, qui travaille sur un modèle un petit peu qui s'appelle TerraMine, hein, donc qui fonctionne différemment de AlphaVerse, mais on est dans le même domaine, c'est-à-dire qu'en fait, la géospatiale, l'intelligence spatiale intelligence, avec une nouvelle donnée qui va se servir des données qu'on a déjà, mais qui va les structurer différemment, qui va apporter un peu plus de compréhension. C'est ça l'idée. Et tu as aussi, important de dire, comme du coup, on est français, Cocorico,
J'ai vu qu'il y a aussi l'IGN qui travaille sur ses propres modèles fondationnels. Je sais pas s'ils sont encore sortis, mais j'avais vu une annonce sur ça, pas que sur LinkedIn. Donc l'IGN est quand même placé sur ce genre de sujets qui sont quand même assez gros, quoi. Quel est le lien en fait qu'on peut faire entre IA, robotique et ces jumeaux numériques en fait? À quoi ils pourraient servir par exemple sur de l'entraînement de robots ou de voitures autonomes? Est-ce que c'est des usages qui existent, qui vont exister? Bah, en fait, l'entraînement des robots ou des voitures autonomes, il y a des notions qui sont quand même importantes. Donc, est-ce qu'on utilise des données du réel? Est-ce qu'on a des données simulées, etc. Il y a quand même des notions importantes quand on parle de voitures autonomes, qui sont en quelque sorte des robots en soi. Il y a une notion de sécurité qui est très importante. Et puis, une histoire de coût aussi en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, une voiture autonome, bah, on ne peut pas la sortir si elle n'est pas prête, si elle n'est pas au point. Donc, il faut des données et des données de réel pour mieux l'entraîner, en fait. Pour que finalement, sa réponse corresponde au mieux à la réalité. Donc, le jumeau numérique, bah, dans cette histoire-là, ça sert plutôt bien, quoi. Et puis, alors sinon l'alternative, bah, c'est d'envoyer, voiture, sur un tas de routes. Alors, sans parler de la sécurité, c'est hyper coûteux. Donc là, on va utiliser des jumeaux numériques qui vont simuler avec potentiellement au mieux des données du réel. Donc on va capter et puis les données, en fait, on n'en manque pas en cartographie. Nous avons une cartographie qui est large avec, des données, bah, voilà, sur l'espace de notre monde, donc on s'en sert et je me dirais que ça sert là-dedans pour pouvoir effectivement, entraîner nos robots au mieux, en respectant la sécurité, en respectant les coûts. Et puis le domaine de la simulation, il est là depuis de nombreuses années, dans l'aviation, par exemple, les moteurs, donc les moteurs, bah, on va pas sortir le moteur dans la soufflerie tous les 5 minutes. Donc, vous avez des modèles qui vont simuler tous ces paramètres-là et pour éviter justement les catastrophes, parce que quand quelque chose n'est pas au point, bah, on va éviter de le sortir en temps réel. On va simuler au mieux avec tous ces paramètres. Vous regardez la France et c'est le nucléaire militaire, ben, aujourd'hui, on fait plus exploser les mondes, enfin les bombes directement sur le terrain. Donc, on a un grand centre, d'ailleurs, je crois qu'il y en a que 2 dans le monde, qui permet de simuler, au paramètre près, alors moi je connais pas grand-chose, mais au paramètre près, bah, ces armes de dissuasion. Et je me dirais que ça sert là-dedans. Et donc, plus on va s'approcher de la réalité, plus on aura des réponses qui sont adaptées, en fait. Alors, tu avais une question en rapport avec les world models. Alors, pour moi, c'est différent. Les world models, en termes d'AI, et puis les jeux numériques, c'est pas tout à fait la même chose. Eh ben, je veux bien dans ce cas-là qu'on en profite pour définir un peu les deux. En fait, l'IA, alors je vais essayer d'être à peu près clair. L'IA est basée sur l'observabilité des données. Donc, on observe les données. Donc, en gros, bah, je vais prendre un exemple, ça peut être un peu plus parlant, enfin, j'espère. Imaginez une plage. Donc, sur la plage, vous avez du sable. Donc, l'idée, c'est d'analyser ce sable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre des échantillons, parce qu'on va pas s'amuser à analyser chaque grain de sable, ça va être compliqué, les grosses éprouvettes. Donc, à partir de ça, on va sortir les caractéristiques, la composition, parce que le sable est pollué, etc. ou pas. Et puis, à partir de ça, ben, on a notre réponse. Mais déjà, ben, à partir du moment où vous avez basé sur des échantillons, ben, vous avez introduit une erreur. Et bien, imagine, là, je parle des world models, qu'on va décider qu'on va créer artificiellement une nouvelle plage basée sur ce qu'on a ressorti de cette analyse-là. Ah, mais là, vous avez une nouvelle plage qui va ressembler à la plage originale. Par contre, comme vous êtes basé à la base sur des échantillons, ben, vous allez inclure l'erreur que vous avez capturée. Puis, imaginez qu'on recommence. Donc, le problème des world models, en fait, en soi, basé sur l'observabilité des données, qui est incapable, en fait, d'enregistrer en tant que tel comment dire, les lois de la physique, les fondamentaux, en fait. Et on va drifter au fur et à mesure. On va glisser. On va générer des erreurs. Alors, c'est pour ça que les modèles AI aujourd'hui, basés sur les transformers, etc., finissent par halluciner. Comme nous, en tant qu'humains, ben, on a des biais cognitifs, parce que l'expérience, voilà, on reste dans notre zone de confort, on continue dans notre zone de confort, on finit par avoir des biais cognitifs. Bah, et les world models, c'est un petit peu là-dessus, c'est qu'en fait, on est basé sur l'observabilité des données. Donc, on considère, donc tout ce qui est invariant, donc la loi de Newton, par exemple, c'est un invariant. C'est une approximation, mais c'est un invariant. Donc ça, les modèles aujourd'hui, d'ailleurs, ont du mal à les inclure. On est sur de l'échantillonnage. Voilà. Et donc, on finit par drifter. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le jumeau numérique, en soi, est un peu différent du world model. Alors, peut-être qu'ils vont réussir à inclure ces lois de la physique, tous ces invariants-là. Pour l'instant, les connaissances que j'ai sur le sujet, c'est un peu le problème.
Il y a la vision que vous avez décrit, le jumeau numérique de la Terre, les usages qu'il peut y avoir, la différence avec les world models. Maintenant, comment on y arrive ou qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui permettrait d'y arriver et puis où vous en êtes, vous, très concrètement aujourd'hui? Alors, moi, je vais reprendre voilà, les world models, en fait, et tout ce qui est l'IA et la progression dans laquelle on a assisté depuis quelques petites années maintenant. Et c'est pas prêt de s'arrêter, évidemment. Là, on parle un petit peu des problèmes qu'il peut avoir avec l'AI, mais bon, je suis persuadé qu'ils vont trouver des solutions à tout ça. Par contre, ce que je trouve un petit peu, c'est qu'on a tendance à mettre en opposition l'AI et les solutions qui sont déjà éprouvées technologiquement parlant. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, justement. C'est qu'en gros, on va se servir de l'IA pour essayer d'améliorer effectivement, le rendu de ce qu'on veut donner à la fin. Mais on va aussi sur des briques traditionnelles technologiques qui ont été prouvées. Quand on parle de 3D, par exemple, NVIDIA a fait le taf avec ses GPU et on s'en sert. On a des solutions qui permettent d'arriver à des niveaux de performance qui sont énormes. Quand on regarde un jeu vidéo à 60 images par seconde avec des rendus photoréalistes, ben, c'est pas fait avec de l'IA, c'est fait avec des méthodes traditionnelles. Le role model essaye justement d'arriver au même résultat, mais avec une consommation d'énergie qui est super importante, avec des coûts qui sont importants. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est l'IA, c'est super parce que ça apparaît, on parlait d'Afterworks, qui va nous permettre d'aboutir à des solutions de plus en plus réalistes. Donc on s'en sert. Mais du coup, on se sert aussi du GPU de manière traditionnelle pour arriver à des résultats qui, en termes d'énergie, en termes de performance, qui sont super. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est vrai que c'est un peu regrettable. Alors en fait, on a un peu le buzzword de l'AI et moi, je suis pas du tout contre l'AI, au contraire, hein, j'adore. Mais il faut pas oublier les méthodes traditionnelles qui ont éprouvé, qui ont été éprouvées. Quand on parle de NVIDIA, justement, ils sont à fond dans l'AI aujourd'hui, mais ils sont à fond aussi dans le côté graphique. Et d'ailleurs, c'est les mêmes chipsets, finalement, et la même architecture qui marie les deux. Ça, c'est rigolo, hein. Quand CUDA est sorti, bah, ils se sont dit, tiens, on va utiliser les GPU pour faire du calcul autre que du calcul de pixels, hein, pour faire simple. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que finalement, l'IA, qui est basée aussi sur des matrices, sur des tenseurs, en fait, de manière générale, bah, ça matche bien. Donc, en fait, CUDA était devenu un élément essentiel pour bah, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on a un chipset là, qui sert à la fois pour le rendu graphique et puis pour l'AI. Ben, nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire ben, on va s'en servir. On va se servir de ce GPU là pour l'AI et puis on va se servir aussi pour le rendu classique. Et ça marche très bien. Ce qu'on essaye de faire par rapport à notre expérience, c'est que ben, on arrive avec des méthodes traditionnelles, on prend en cours, comme tout le monde, l'AI, et puis on essaie de marier les deux. Comme tu l'as dit, Clément, on va dire 2 grosses parties d'Interlab. La première qui est la partie digital twin, qui est quelque chose auquel on commence à tout juste avoir des collaborations pour vraiment travailler sur des cas d'usage précis, que ce soit des forestiers au Québec, peut-être l'hygiène, on espère un jour. Ça, c'est la partie vraiment vision qu'on pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui va peut-être prendre du temps, mais auquel on sait en fait qu'on va forcément arriver à de la simulation et à de la visualisation 3D dans le domaine du GIS. Faut juste le pousser, le pousser, le pousser, le pousser, quoi. Et nous, du coup, à côté aussi, on développe des outils comme IA segmentation. C'est concrètement, nous, on a trouvé une problématique tous les trois ensemble. La digitalisation. Donc, c'est quoi la digitalisation? C'est le principe où, à partir d'une image aérienne, donc image satellite ou image au drone, tu vas extraire des features de cette image-là. Donc, c'est-à-dire que tu as ton image, concrètement, pour un ordinateur, une image, ça reste une sorte de bouillie de pixels. Il y a pas de sens sur ces pixels-là. Et quelqu'un qui travaille dans le domaine du jeu spatial, on appelle ça un géomaticien, il a besoin d'avoir du sens sur son image. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir et son image, il a besoin d'avoir aussi des blocs, des carrés, des polygones qui vont définir, OK, sur cette image-là, où sont les bâtiments, où sont l'herbe, où sont la route. Ce qu'on appelle les land covers, qui vont du coup séparer à la fois la plantation des bâtiments, des routes et des éléments de la remarque qui sont classiques. Ensuite, tu vas avoir les land use qui vont être, OK, quel bâtiment? C'est un bâtiment, OK. Mais c'est quoi comme bâtiment? Est-ce que c'est une piscine municipale? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la maison de Stéphane Marbeau ou de Lilien? Et ça va être des choses comme ça. Et en fait, cette digitalisation, c'est le principe d'extraire des features à partir d'une image. Et comment est-ce qu'on fait ça? On le fait à la main. C'est-à-dire que les personnes qui sont les géomaticiens vont appuyer sur tous les coins des maisons pour faire des polygones et pouvoir traiter ces polygones-là pour prendre des décisions. Ça prend beaucoup de temps. C'est un truc qui prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie et aussi bah, beaucoup d'argent pour les entreprises. Et les géomaticiens n'ont pas été formés pour ça.
Concrètement, ils ont été à l'école, ils ont appris à comprendre la donnée géographique et géospatiale, prendre des décisions à partir des conclusions qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas été formés pour cliquer sur des bouts de pixels qui sont du coup finalement des images. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on utilise des modèles d'IA qui vont du coup permettre de pouvoir digitaliser des images vues du ciel de manière automatique. Et donc du coup, ça donne la possibilité aux géomaticiens de pouvoir segmenter leur image sans y passer en fait des heures. Là, je t'ai donné le cas d'une maison, en fait. Peut-être que tu as l'image d'une petite image avec deux, trois maisons. En fait, très souvent, c'est souvent des forestiers qui ont besoin de segmenter des centaines d'hectares de forêt. Et donc, ils peuvent pas se permettre de cliquer sur chaque feuille d'arbre de la forêt, et ça pendant des heures. Ils le font, parce que du coup, ils n'ont pas trop le choix. En fait, c'est soit ils utilisent des données open source et des données qu'ils achètent, mais dans certains pays, dans certains recoins du monde, on n'a pas tant de données que ça. Moi, le biais auquel j'avais commencé le jeu spatial, c'est que, en fait, on est en France et on a accès à plein de données, en fait. On a accès à plein de données en termes en termes d'orthophoto, en termes de données vectorielles. En fait, tu as plein de pays, surtout certains pays d'Afrique et certains pays d'Asie. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un appel avec quelqu'un qui a vécu 10 ans au Nigeria et qui vient de là-bas et qui travaille dans le domaine du jeu spatial. Et il me dit, mais en fait, la donnée géospatiale au Nigeria, c'est rare, ça n'existe quasiment pas. L'État en a très peu, et finalement, ils dépendent des organismes privés comme Google ou des organismes comme Airbus. Et donc, en fait, ils sont vraiment dépendants de gros acteurs privés et américains pour leurs données géospatiales. Et du coup, en faisant des outils qui leur permettent, eux, de digitaliser, donc de créer de la donnée à partir de l'IA, ça leur donne l'outil pour pouvoir créer leurs propres données de manière plus rapide et de manière plus simple. Donc ça, c'est une partie de Terra Lab. On a du coup deux parties. La partie Digital Twin, que Stéphane explique très très bien, qui est vraiment partie 3D, simulation, et la partie du coup outils, on va dire, plus court terme et moyen terme, qui vont permettre d'utiliser l'IA sur des use cases précis, comme là, dans ce cas-là, de la segmentation et la digitalisation. Ouais, en fait, si je peux rebondir là-dessus, c'est que effectivement, bah, les jeux spatials, tout ce qui est SIG, bah, s'est installé depuis de très nombreuses années. Donc, on a des logiciels, de très bons logiciels comme QGIS. On a aussi, dans la suite, un peu plus cher de chez Esri. Donc, en fait, vous êtes des utilisateurs qui ont des besoins tous les jours, hein, oui, à leurs besoins, ce qu'ils font tous les jours. Donc, on est là justement pour leur apporter bah, un certain nombre de solutions, hein. Donc là, c'est les solutions sur étagère, tout simplement, qui s'insèrent dans l'infrastructure d'aujourd'hui, très clairement. Et il y a cette notion de service aussi qu'on peut apporter, parce qu'à partir du moment où vous avez des connaissances un petit peu larges sur les jeux spatiales, quand on crée un digital twin, donc c'est-à-dire qu'on connaît la donnée, on sait traiter la donnée, etc. Donc on a des connaissances qui sont en rapport avec ça, donc en termes de service. Et puis on a le projet digital twin qui est effectivement plus moyen terme, hein. Donc là, c'est plus l'évolution, en tout cas un nouveau compagnon dans le système de SIG sur lequel on travaille. Euh, donc voilà, mais c'est clair que les utilisateurs d'aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés sur leurs besoins du moment. Et donc, c'est pour ça on a ces différentes entrées, en fait, hein. Donc en gros, les solutions sur étagère, à travers des solutions comme QGIS, du service, hein, par rapport à la compréhension bah, des sujets, et puis aussi avec l'introduction de tout ce qui est AI, et puis le projet un petit peu plus costaud au moyen terme. Donc là, effectivement, bah, ça va s'adresser à des acteurs peut-être comme IGN ou ce genre de personnes. Un point que je trouvais intéressant, alors je fais le parallèle, je sais pas, et dans ce que tu disais, Julien, où tu parlais de cet exemple au Nigeria, où ils dépendent d'acteurs privés ou d'acteurs extérieurs et ils peuvent pas forcément accéder aux données, ou grâce à l'IA, entre guillemets, en tout cas aux technologies là, dont vous parliez, ils vont avoir la capacité à générer eux-mêmes leurs données et donc à gagner d'une certaine façon en autonomie. Je fais un peu le parallèle aux outils d'IA générative, Claude Code par exemple, qui va te permettre, par exemple, moi je suis pas du tout geek, je suis pas du tout développeur, mais ça me donne une capacité à faire que j'avais pas du tout avant. Et je trouve intéressant le rôle peut-être de l'IA là-dedans. Et en tout cas, c'est comme ça que je comprenais ce que vous présentiez, où ça donne la capacité à générer ces données et donc à cartographier peut-être un peu mieux son territoire. Vous en avez parlé plusieurs fois de l'open source. C'est quoi
Comment vous voyez ça dedans? Est-ce que ce que vous développez demain, c'est que de l'open source, entre guillemets, ou enfin, dans une logique un peu à la Red Hat avant d'être acheté par Microsoft, ou vous apportez plutôt du service, mais la technologie que vous développez, elle est open source accessible? Parce que bah, vous vous appuyez aussi pas mal sur des données open source, j'imagine. Voilà, c'est quoi votre vision sur cette approche-là open source? Pour la partie open source, déjà, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On est tous développeurs, Stéphane, depuis bien plus longtemps que nous. Yvan et moi, on vient de 42 et donc l'open source, c'est un peu le cheval de fer de la philosophie de 42. On a aussi développé, en fait, nos premiers projets avec Ivan, du coup, c'était des projets open source qu'on a mis en avant de manière gratuite. Un peu comme une entreprise, mais qui fait juste aucun bénéfice. C'est assez marrant. Et du coup, nous, notre envie, notre philosophie par rapport à l'open source, c'est que on aura dans les cas une partie qui est open source et pour l'instant, on a que de la partie open source. En fait, moi, je parlais pour la partie, on va dire, outils IA segmentation et ensuite, je laisse Stéphane parler pour la partie digital twin. Mais pour la partie IA segmentation qui est notre produit, on a du coup une partie qui est open source, qui est du coup sous forme de plugin, d'extension sur le logiciel de GIS le plus, c'est dans le monde, dans le domaine de l'open source, qui est QGIS. Donc aujourd'hui, il est utilisé par 4000 utilisateurs à peu près partout dans le monde. Je parle de notre plugin du coup. Et donc concrètement, nous, on a notre plugin qui est gratuit et on a trouvé des limitations qui sont dues à, par exemple, des utilisateurs qui sont dans le cas typique du Nigeria, comme je disais, qui n'ont pas de carte graphique, qui n'ont pas de capacité de calcul pour pouvoir faire du fine tuning ou même faire de l'inférence sur des modèles, sur des modèles plus gros ou alors sur une quantité de données plus large. Et donc, ils ont besoin de solutions cloud clés en main directement dans leur logiciel préféré, on va dire. Et, euh, et donc là, du coup, on aura une partie payante qui va être pour les entreprises forestières, par exemple, qui ont des besoins énormes, des quantités de données assez astronomiques à traiter. Mais on veut garder une partie vraiment open source, car bah, c'est ça qui fait notre signature et c'est ça qu'on aime faire, en fait, concrètement. Nous, la souveraineté européenne dans un premier temps, mais la souveraineté en termes de géospatial est très très importante pour nous parce que on voit le mal que ça fait d'être dépendant d'acteurs dans les différents appels et dans les relations, dans les interactions qu'on a de gens bah moi, je pense que l'exemple de ce matin, de l'appel de ce matin que j'ai est très bien en fait. C'est quelqu'un qui vient de faire des études, qui a travaillé au Niger pendant 10 ans dans le domaine du géospatial et qui vient juste d'arriver en France. En fait, il n'en revient pas de la quantité de données qu'on a et qui sont accessibles de manière gratuite, quoi. Et en fait, son pays, en fait, beaucoup de pays d'Afrique ont du mal à se développer parce qu'en fait, ils n'ont pas une vision large et précise de quel est l'état de leur territoire, en fait, aujourd'hui, en termes de bah, qu'est-ce qui se passe ici, quelle a été l'évolution de telle forêt, de tel territoire, de tel paysage. Et donc, nous, on mise fortement sur l'open source, malgré le fait qu'on aura du coup des solutions qui, elles, seront en cloud, qui, elles, seront pour des entreprises et qui, elles, sont basées sur plutôt du consulting et des besoins très métiers, très, très spécifiques. Alors effectivement, l'open source, c'est une alternative. C'est vrai que ce qu'est SIG, aujourd'hui, ben, il y a un monopole US, notamment à travers Esri. Et puis, ils ne sont pas les seuls aux US, hein, il y a d'autres stacks logiciels, en fait. Hein. Donc, ils ont à peu près 80%, il me semble, hein, de cette couverture SIG. En Europe, bon, ben voilà, en termes de financement, en termes de tout ça, c'est souvent un peu plus compliqué. Donc, l'open source, c'est une manière aussi d'exister dans cet univers un petit peu. Donc, on parle de plus en plus de souveraineté, effectivement, parce qu'on voit les tensions en géopolitique et donc, du coup, bah, les dépendances de plus en plus grandissantes, enfin, en tout cas, qu'on mesure aujourd'hui. Hein. Mais moi, en tant qu'ingénieur et notamment dans l'automobile, je l'ai vu. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le savoir-faire, parce qu'on voulait acquérir des marchés en Chine, en Inde, etc. Donc, progressivement, on a donné aussi notre savoir-faire. Moi, j'ai rien contre en soi. Mais bon, l'idée, c'est pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre, quoi, hein. Donc, bah, l'open source, c'est une alternative. Alors, en termes de digital twin, on n'y a pas encore vraiment réfléchi, mais c'est pas quelque chose qui est écarté, pas du tout. En fait, on a vraiment, on souhaite aussi, nous, quelque part,
parce que bon, en France, on a quand même un savoir-faire, on est un pays d'ingénieurs, donc énormément d'innovations sont sorties de ce pays-là. On a eu parfois des difficultés à l'industrialiser, hein. Je rappelle quand même les micro-informatiques, le premier micro-ordinateur, c'est le Micrad. Bon, bah, c'est IBM qui a chopé l'idée, qui a industrialisé l'idée, qui va avec. Bon, on a plein d'idées, on a des moyens, bah, peut-être des moyens un petit peu moins grands que les US et puis maintenant la Chine, évidemment, hein, parce qu'ils ont bien rattrapé le retard qu'ils pouvaient avoir à une époque, et tant mieux pour eux. Donc l'open source, dans ce cadre-là, est une alternative potentielle. Je pense par contre, il faut garder voilà, il y a une partie open source, il faut garder aussi une propriété intellectuelle qui va avec, parce que bon, l'open source, c'est vrai que tout le monde se sert aussi, hein. Voilà, donc l'open source, voilà, bon, c'est super, mais il y a plein de gens qui se servent de manière un peu abusive dans l'open source, et puis en mettant leur nom en bas de la page, quoi. L'open source, oui, avec garder quand même, alors je sais pas comment on peut faire, une alternative, enfin une propriété intellectuelle, mais c'est vrai que la souveraineté, en tout cas en ce qui me concerne, est importante parce que j'ai vu dans différents domaines qu'il faut quand même se préserver un petit peu, hein, par rapport à tout ça, par rapport à la technologie. Non, parce qu'on avait tendance à croire que, alors, je sors un peu du truc, mais qu'on nous vivait dans un monde un peu de bisounours pendant longtemps, on se rend compte que c'est pas le cas. On a un savoir-faire, et donc il faut être aussi capable de le vendre, ce savoir-faire. Voilà. Et quand on parlait d'IGN, l'IGN, voilà, il n'y a pas beaucoup d'organismes au monde comme ça, qui est capable de gérer de la donnée cartographique telle qu'on fait avec cette qualité-là, quoi. Donc ça, c'est important aussi, hein. Donc l'open source, oui, en gardant quand même ce côté souverain, peut-être un peu un mot, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme ça, mais qui est un mot de plus en plus important aujourd'hui. Une question que je me posais en vous écoutant, et tu disais, Stéphane, que les modèles d'IA, quand vous parlez d'Alpha Earth, ils apprennent, en tout cas, ils intègrent d'autres façons de faire des liens entre les choses que nous faisons. Est-ce que ça veut dire que, imaginons, j'ai modélisé par exemple la France, je dis n'importe quoi, on a réussi à faire un jumeau numérique de la France, donc on a encodé une compréhension de ce que c'est la France, des terres, des sols, Est-ce que ça veut dire qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de redonner des données au modèle et de le mettre à jour, il se met à jour automatiquement? Parce que c'était un peu la question que je me posais, c'est, imaginons qu'on est jumeau numérique, est-ce qu'il y a besoin de le faire évoluer toujours au fil du temps, de le mettre à jour avec des données, ou est-ce qu'il apprend tout seul, Non, et comment ça fonctionne? non, parce que il faut mettre à jour, hein. Lorsque vous avez des images satellites, mais c'est la même problématique, hein. Donc, vous avez des satellites qui passent très régulièrement. Et donc, en fait, le monde change. Alors, qu'il y a des modèles qui vont prévoir l'avenir, potentiellement. Mais de manière générale, si on veut vraiment travailler sur ce qui existe et sur ce qui se passe, on est obligé de remettre à jour les données progressivement. Et d'ailleurs, Alpha Earth est entraîné sur plusieurs années. Mais c'était un peu comme les modèles d'IA de manière générale, hein, ChatGPT et compagnie, c'était entraîné sur un certain nombre d'années, puis après, il fallait renouveler un peu Voilà, donc on peut pas prévoir le monde, hein. Enfin, ça me paraît un peu difficile. Donc ça permet de prédire dans un espace de temps assez limité, mais le monde suit sa route, hein. Sur les LLM, enfin, j'ai essayé de faire le parallèle, mais en tout cas, les premiers modèles qui avaient été déployés, où les données d'entraînement s'arrêtaient en 2021, où on les a pluguées sur Internet, ou en tout cas, on les a nourris d'autres données. C'est quoi l'équivalent d'Internet pour les données géospatiales, ou en tout cas dans votre domaine, qui peuvent permettre de mettre à jour ces... Bah, c'est de la prise d'image, hein, tout simplement, hein. La prise d'image en tant que telle. Donc aujourd'hui, en gros, on parlait des ortho-images, donc des photos satellites. Bon, si on élargit le spectre, effectivement, on est capable de capter d'autres types de fréquences, hein, un spectre plus large, mais à un moment donné, ça reste des photographies. Et à partir de ces photographies-là, on va dire un certain nombre de choses. Donc oui, les données doivent être mises à jour régulièrement. Donc voilà, le passage des satellites autour de la Terre, moi je connais pas la fréquence, mais j'ai fait quelques traitements pour justement Terlab, notre digital twin. Bon voilà, je récupère des données Copernicus par exemple. Donc je récupère un tas de données, donc avec des problématiques. Donc il faut extraire les nuages, il y a des ombres, un tas de trucs. Donc ça prend des pixels. Après, il faut les traiter, il faut les analyser, il faut enlever les choses qui. Et c'est des flux continus de données, quoi.
Et donc, oui, obligatoirement, si on veut traiter le réel, eh ben, il faut capter le réel. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc, ben, le ChatGPT va s'entraîner sur Internet. Ben, le spatial s'entraîne sur les images, les photographies qu'on veut bien prendre à partir des satellites, des drones, outre ballons dirigeables, etc. Donc, Si on avait et si vous arrivez à aboutir à votre projet, Terra Lab, qu'est-ce que ça permettrait de faire en termes d'usage, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Et la question, tu mentionnais l'IGN, Lilien. Enfin, en France, on a la chance d'avoir cet institut cartographique qui existe depuis longtemps, où on a beaucoup, beaucoup de données, la majorité plutôt, mises à disposition. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Est-ce que enfin voilà, est-ce que vous collaborez avec eux? Est-ce que vous faites des choses qu'eux ne font pas? Parce que voilà, ils ont déjà pas mal de d'autres choses à faire, voilà. Curieux de savoir un petit peu à la fois sur à la fin, qu'est-ce que ça permettrait de faire d'avoir cette modélisation, ce jumeau numérique de la Terre et comment vous vous positionnez vous par rapport à l'hygiène en France? du jumeau numérique, hein, donc c'est ce que l'on fait. Au fond, c'est un socle commun qui permet de reproduire notre réalité dans un monde numérique. À partir de là, les usages peuvent être très nombreux, hein, parce qu'ils correspondent à des problématiques métiers très différentes. On peut penser notamment à la gestion durable des forêts. D'ailleurs, nous avons commencé à collaborer, parce que c'est ça dont on parlait, avec des acteurs du Québec, hein, qui est un territoire, bon, je le rappelle, immense, hein, environ 3 fois la France. Mais ça peut aussi concerner la préservation des catastrophes naturelles, l'aménagement des territoires, la sécurité, ou encore préparation de personnes de secours. Et l'intérêt d'un socle commun, comme celui-ci, c'est justement de permettre à ces différents usages de potentiellement de coexister. Hein, parce qu'on arrive avec une entité commune pour produire le monde en tant que tel. Donc, vous avez différents usages qui peuvent se croiser à un moment donné. Donc, c'est vrai que de notre côté, jusqu'à présent, nous avons surtout travaillé sur les moyens technologiques. Donc, le socle commun, le jumeau numérique. Et aujourd'hui, nous entrons dans une phase où nous voulons mettre davantage en avant les cas d'usage en échangeant avec différents acteurs métiers, d'où la collaboration avec le Québec. On a eu pas mal d'échanges avec des échanges avec des gens aussi qui sont en Afrique pour la construction de nouvelles infrastructures routières, etc., sur des domaines assez larges. Et puis, notamment de l'IGN, on espère bien communiquer avec eux dans peu de temps. Et effectivement, ils travaillent sur ces aspects-là et sur ce socle commun des jeux numériques. Donc, ce sera intéressant de pouvoir collaborer avec eux, justement, avec leur vision, notre vision, etc. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, les jumeaux numériques, on en parle de plus en plus parce que, bah, effectivement, nous, on considère que c'est un petit peu l'avenir du géospatial d'une certaine manière. Parce que le monde est complexe et se complexifie de plus en plus. Notamment, bah, aujourd'hui, la géopolitique aussi est super compliquée, hein. Donc, tout ça, ça rentre en considération. Donc, on parle des usages, c'est très important les usages. Effectivement, c'est ça qui fait que derrière, bah, ça sert à quelque chose. Mais il y a aussi, bah, voilà, comme c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à faire, il faut penser à cette brique technologique et relativement, il faut qu'elle soit assez bien faite pour accueillir tous ces usages. Voilà. Et donc, nous, on arrive avec notre expertise technique là-dedans. On n'a pas, effectivement, on n'est pas légitime pour parler des forêts, hein, sur l'aménagement du territoire, etc. Moi, je fais beaucoup de navigation embarquée, donc système de navigation, tout ça, je pourrais en parler. Par contre, je ne sais pas parler des forêts, c'est pas mon métier. Donc, l'idée, c'est de créer, d'apporter à ces gens-là qui ont des vrais usages, bah, la technologie qui va avec, et puis on parle avec eux, et puis on va dans leur sens, et puis on fait quelque part ce qu'on nous demande par rapport à ça, et en fonction des usages. Mais c'est clair que le jumeau numérique, c'est quelque chose qui est, tu parlais de dimension, bah, c'est une dimension supplémentaire qui va me permettre de rapprocher, encore une fois, le numérique du réel, parce que finalement, quel que soit ce que tu fasses, ça aboutit à la fin dans notre monde à nous, quoi, hein. Donc, quand tu construis une route, bah, tu peux la designer, hein, c'est avec des logiciels, mais à la fin, bah, elle va être reproduite dans le monde réel, hein. Donc, C'est bien dit en fait, et que dans le domaine du jeu numérique, c'est qu'il y a un problème, c'est que quand tu peux simuler le monde, en fait, il y a tellement de cas d'usage possibles, quoi. En fait, quand tu peux simuler le monde, tu peux simuler des problèmes environnementaux, des déplacements de population, enfin, vraiment des scénarios énormes. Euh, Moi, en exemple assez intéressant, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, un documentaire sur la ville de Singapour, qui est l'une des villes, voire la ville qui a construit son premier jumeau numérique entier, de vraiment toute la ville. Et en fait, Singapour, c'est une démographie qui change beaucoup. Donc, tu as une évolution urbaine très, très rapide. Et en fait, on voit que à l'échelle globale, dans beaucoup de pays, les zones urbaines évoluent de plus en plus vite parce qu'en fait, les gens se concentrent dans les villes. Donc, finalement, en fait,
aujourd'hui, dans beaucoup de continents et dans beaucoup de pays, la population est divisée, mais en fait, elle a tendance quand même à se concentrer vers l'endroit où il y a le plus de monde. Et donc, jusqu'à arriver à un centre. Et donc, du moment où tu as beaucoup de gens dans un périmètre qui est assez restreint, en fait, tu as juste besoin de comprendre ton environnement et comprendre à quel point le nouveau bâtiment que tu vas construire ici va impacter la ville, quoi. Et du coup, Singapour, eux, ils ont leur propre jumeau numérique et qui est utilisé pour tous les urbanistes et pour tous les archéologues pour leur permettre de prévoir à quel point euh, à quel point il y aura un impact s'ils modifient telle partie du bâtiment ou de la ville. Et donc, ça va permettre à eux de pouvoir prendre juste des décisions de manière bien plus précise et bien plus réfléchie. Et je pense que c'est un truc qui va devenir très, très important, surtout quand on sait que du coup, que les populations ont tendance à se concentrer. Et comme on sait qu'il y a plus d'importance, car du coup, il y a plus de monde, on doit prendre des décisions de manière plus réfléchie et aussi parfois beaucoup plus vite aussi. Surtout avec tout le contexte environnementaux, excuse-moi, qui se passe en ce moment. On arrive à la fin de notre échange. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder, une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose pour terminer cet échange? Oui, alors bon, voilà, une petite remarque, hein. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une opportunité. Je pense qu'il faut y faire attention aussi, parce que ça va créer pas mal de bouleversements, on le sait tous. Petite remarque aussi, hein, on parlait justement, tu disais que Clément, toi, ça permet de commencer à faire des choses un petit peu plus techniques, parce que toi, tu n'es pas forcément un geek à la base. Donc, avec ça, effectivement, on peut créer facilement un site internet facilement, etc. Mais bon, le problème qu'il y a aussi, c'est que quand on regarde le développement, avant, on pouvait développer quasiment gratos. Maintenant, chaque développeur a son abonnement Cloud ou Cursor, etc. Donc, si vous voulez, on est de plus en plus dépendant de toutes ces solutions-là. Et malheureusement, je vais encore insister sur le sujet, mais l'AI aujourd'hui, c'est beaucoup les US, probablement la Chine. Nous, on a Mistral en Europe, mais qui n'est pas encore aussi mainstream que les autres solutions alternatives. Donc, on crée encore une dépendance supplémentaire. Donc voilà, moi je suis à fond dans l'AI, j'adore ça. Il faut qu'on fasse attention un petit peu à tout ça parce que là, côté geek, c'est génial. Côté solution, use case, c'est intéressant. Et qu'on fasse attention aussi à ce côté de souveraineté et puis de ne pas de créer encore d'autres dépendances. Voilà, je crois qu'on est assez dépendant comme ça. Je pense que c'est important et je pense qu'on n'en parle pas assez dans le domaine du jeu spatial. Et bon, même si on en a reparlé, on va en reparler. Mais c'est cette question de souveraineté. Aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec une étudiante américaine qui est de l'IA dans le domaine du jeu spatial. Et je pense qu'on ne se rend pas compte comment certaines parties du monde, certaines personnes dans le monde n'ont pas du tout accès à la même chose, et surtout dans le domaine du jeu spatial. Cette, cette, cette femme-là, elle a été étudiante dans une école américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Esri, donc ArcGIS Pro, qui est on va dire, le concurrent principal de QGIS, et qui est lui, du coup, payant, qui est propriétaire, avec une licence qui dépasse des milliers d'euros par an, par personne, bah, il donne accès de manière gratuite à des licences étudiantes seulement aux US. Et donc, tu as plein de logiciels comme ça, pas que dans le domaine du jeu spatial, mais notamment dans le domaine du jeu spatial, là, parce que c'est le sujet, qui sont très limités en termes de puissance de calcul. Donc là, je parlais du coup de la personne que j'ai ce matin au Nigeria, mais aussi on a des personnes en Inde qui ont certes le logiciel, qui utilisent certaines technologies IA qui sont moindres que dans les logiciels propriétaires de S3. Et c'est pour ça que nous, on mise sur le fait de créer des outils sur des logiciels open source parce que, en fait, il en a quasiment pas, voire très peu, ou alors ils sont très, très compliqués. Mais au-delà d'avoir accès à l'outil, ils n'ont même pas accès à la capacité de calcul nécessaire pour pouvoir lancer les modèles chez eux. Donc, même s'ils ont des solutions locales, que ce soit des modèles pour faire de la segmentation, concrètement, ils ont déjà un retard technologique dû à leur hardware qui fait qu'ils n'ont pas la même base que nous en Europe ou alors les Américains ou que certaines régions de la Chine. Et je pense que c'est important OK, aujourd'hui, on construit des solutions, mais concrètement, si nos solutions, elles sont pas utilisables par tout le monde, on ne voit pas l'intérêt de construire ces solutions-là. Et c'est pour ça que la question de souveraineté, c'est très, très intéressante. Même si finalement, on reste toujours limité au fait que la plupart des gros clouds, ils sont quand même américains. Heureusement qu'on a OVH un peu en France.
Mais concrètement, je pense que c'est assez important que tu as une grosse partie de la population mondiale qui a un retard en termes de hardware et qui, en plus de cela, sont limités par rapport au software auquel ils peuvent avoir accès, car beaucoup trop cher et que, bah, en fait, ils n'ont pas la même économie. L'économie américaine et l'économie indienne sont totalement différentes. Donc, une licence à 1500 euros aux US et une licence à dollars, pardon, aux US et une licence à 1500 dollars en Inde, c'est pas du tout le même impact pour la vie d'une personne. Et je pense que ça, c'est un sujet auquel on doit beaucoup plus parler dans le domaine du, du jeu spatial, quoi. Ouais, et puis je vais juste rajouter par rapport à tout ça, l'histoire n'est pas écrite aussi, hein, c'est que les tensions dans le monde sont de plus en plus grandissantes, hein. On parle de Taïwan, on parle de la Chine, on parle des terres rares, on parle de tout ça. Et donc on parle aussi pas mal d'AI avec tout ce que ça implique en termes d'infrastructure, en termes de puces, etc. Est-ce qu'à un moment donné, moi j'en sais rien, est-ce que l'histoire ne va pas s'arrêter un peu brutalement pendant un certain temps parce que les tensions géopolitiques vont faire en sorte qu'il y ait un peu une catastrophe à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est des sujets qui sont importants. Bon, nous, on sait pas, quoi, hein. Mais les questions se posent aussi. Donc, faut peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.